Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité Cécile Andrzejewski, qui est l'auteur d'un livre enquête intitulé Silence sous la blouse, publié chez Fayard, un véritable pavé dans la mare du milieu hospitalier. Oui, quand un cri de détresse n'est pas entendu, lorsque la hiérarchie couvre des actes condamnables, que faire? Se battre, parler, continuer à avancer, c'est ce qu'on fait. Anne-Lise, Justine ou encore Laurie, aide-soignante, infirmière ou technicienne de labo, leurs témoignages ont été recueillis par vous. Cécile Andrzejewski, bonsoir. Bonsoir. Quel a été le déclic pour que ces femmes acceptent de vous parler, de tout raconter avec des mots souvent très crus qui reflètent la situation et ce qu'elles ont vécu? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elles m'ont fait une confiance assez extraordinaire et qu'elles m'ont vraiment raconté ces choses très très dures, les moments les plus durs de leur vie et de leur carrière certainement. Et donc je pense que j'ai pu gagner la confiance de ces femmes et surtout je pense qu'elles avaient des choses à dire parce qu'en fait après avoir été agressées ou harcelées, ce qui leur arrive c'est qu'elles subissent une double peine où en fait c'est elles qui sont exclues de l'hôpital, de l'établissement où elles travaillent, c'est elles qui perdent leur poste et c'est elles qui se retrouvent face à des murs et des murs, une hiérarchie silencieuse, un agresseur qui va rester en place pendant qu'elles doivent partir et du coup je pense qu'elles avaient vraiment besoin de le dire pour que ça ne se produise plus. Beaucoup m'ont dit je pense aux suivantes, je pense aux plus jeunes, je ne veux plus que ça se reproduise et du coup je pense qu'il y avait vraiment cette volonté de continuer à se battre. Il y a plusieurs témoignages dont celui de Justine, harcelée et on pourrait même dire pistée par un neurochirurgien de renom, célèbre, qui ne va pas la laisser tranquille. Non, il ne va pas la lâcher en fait. Et c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle explique. Elle est arrivée dans le service, donc elle était nouvelle et elle se sent. Elle me dit, je sens qu'il voit que je n'ai pas encore d'alliés, que j'ai pas encore de relations très proches avec mes collègues. Et elle se sent effectivement, comme vous dites, pistée. Elle a l'impression qu'il est tout le temps en train de lui demander pour boire un café, pour déjeuner, pour la voir et comment ça va. Il s'approche d'elle très très proche pour lui parler, ce qui fait qu'elle se sent un peu envahie dans son intimité, jusqu'au point où en fait quand elle le croise dans les couloirs, elle finit par entrer dans les chambres des patients pour en fait ne pas croiser son chemin. Et jusqu'au jour où malheureusement il finit par l'agresser. En fait un matin elle l'appelle, il lui demande où en sont les patients. Elle explique qu'un patient est parti au bloc et que donc elle est libre. Et là il lui dit, elle se dit je vais être tranquille, lui il va partir au bloc aussi et ma matinée elle est réglée, et tant mieux. Et en fait, il lui dit venez me voir. Et là, elle vient de lui dire que le patient est parti. Donc du coup, elle n'a pas le choix, elle doit aller dans son bureau. Quand vous avez dit tout à l'heure double peine, malheureusement ça s'est appliqué à cette femme qui est partie, elle est restée un certain temps avant de retrouver un poste et elle n'a pas pu retrouver un poste équivalent. Autrement dit, cette victime subit ce que vous décrivez, une double peine. C'est ça qui est frappant. Exactement, c'est ça qui est très très dur en fait dans toutes leurs histoires. Justine par exemple, après son agression, veut retrouver assez rapidement du travail, elle veut pas s'arrêter en fait. Et donc elle demande simplement un poste comme elle avait, qui était un poste de jour, dans un service particulier. Et elle veut juste un poste équivalent, elle réclame pas à la lune et pourtant on va lui proposer des postes de nuit, des postes pas du tout dans des services où elle veut travailler et ça dure pendant des mois et des mois et des mois, si bien que même on le finit par l'appeler et lui dire qu'elle est capricieuse, que vraiment on ne lui trouvera rien et qu'en fait c'est juste qu'elle est traumatisée, qu'elle peut pas retravailler. Et elle finit par, à l'aide d'un syndicat, à l'aide de la CGT il me semble, aller voir finalement la DRH, donc un niveau au-dessus encore, et là on lui dit mais attendez, je comprends pas du tout, on est une très grosse machine, et évidemment qu'on a des postes pour vous, sauf que ça fait 1 an qu'on lui dit qu'en fait il n'y a pas de poste pour elle. Vous dénoncez d'ailleurs l'inertie de la hiérarchie, l'inaction de la direction, des directions qui ne cherchent absolument pas à protéger les victimes. Est-ce que selon vous c'est un milieu particulier, le milieu hospitalier, parce que ces derniers mois il y a eu la libération de la parole, elle a concerné plusieurs secteurs et domaines, mais est-ce que vous pensez que celui-ci, plus que tout autre, cultive en son sein le secret, l'omerta? Celui-là a en tout cas une culture assez spécifique et en tout cas il y a un terrain assez fertile pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un milieu majoritairement féminin mais où le pouvoir reste entre des mains masculines. En fait on se rend compte que les disciplines réputées comme la chirurgie ou les postes de professeurs des universités, praticiens hospitaliers qui sont les plus élevés sont trustés par les hommes, même les postes de direction d'hôpital sont trustés par des hommes alors même que la majorité des travailleurs sont des travailleuses. Donc il y a ça d'une part. Ensuite il y a effectivement, comme vous dites, de fait on travaille dans le secret médical, donc on a cette culture du secret. C'est aussi un environnement où il est
est très difficile de travailler actuellement, les conditions de travail sont dramatiques, tout le monde le sait, et où du coup on a aussi peut-être ce que disent plusieurs militants, c'est une tendance à relativiser. On va se dire bon ben oui c'est vrai, je viens de me faire agresser, mais je passe une journée tellement horrible et je passe des journées tellement terribles chaque jour depuis des années que finalement peut-être que je vais pas me plaindre. Et donc ça forcément ça joue aussi. Cécile Andrzejewski, on va préciser qu'il ne s'agit évidemment pas avec ce livre de jeter l'opprobre sur le personnel masculin du milieu hospitalier, sur les médecins et autres, mais de dénoncer évidemment ce que vous ont dit ces femmes. Certains affirment que dans ce milieu très dur, violent, eh bien les blagues, ou en tous les cas un certain esprit permet de décompresser. Vous dites non, attention, il y a ça, et puis il y a le stade de l'inadmissible qui est franchi. C'est ça, effectivement c'est un milieu qui est dur et je pense que personne ne peut le nier. Mais moi, je suis toujours assez surprise quand on me dit mais vous comprenez, nous on est confrontés à la mort, on a besoin de faire des blagues sexuelles, alors que en parallèle les aides-soignantes qui elles doivent laver des gens malades ne font pas du tout les mêmes blagues. Donc en fait, je comprends le stress et les conditions de travail très dures, mais ça n'excuse pas, ça ne justifie en rien d'aller mettre des mains en fesses, d'aller claquer des collègues contre les murs, et d'aller voir parfois beaucoup plus loin. Ce qui est frappant aussi, c'est le lieu, l'unité de lieu où tout ça se passe, cet harcèlement, ces agressions. Il s'agit du bloc opératoire, un lieu particulier où vous êtes allé parce que, évidemment, ces femmes vous ont raconté ce qu'elles subissaient dans ce lieu. Vous avez décidé d'assister à une opération. Alors, je suppose que vous n'avez pas assisté, évidemment, à des actes condamnables, mais à une certaine ambiance, en tous les cas. C'est ça. En fait, souvent, on me répétait que le bloc opératoire était un milieu, était vraiment à part, en fait. C'était un territoire différent. Une directrice me dit que, par exemple, quand elle va visiter le bloc opératoire, elle le fait avec un chirurgien qui a une réputation un peu de joli cœur, et que du coup, elle se prend des remarques tout le long de la visite, alors que les mêmes médecins qu'elle croisait ailleurs pour des réunions et tout ça, se comportaient tout à fait normalement avec elle. Donc elle me parle d'une vraie logique de territoire. C'est ce que disent aussi, par exemple, l'ISNI, le syndicat des internes. Donc voilà, c'est un lieu où on sait en tout cas qu'il est particulier, parce que c'est un lieu qui est fermé, où on reste enfermé pendant des heures, où on est en tension, et où aussi, là encore, vraiment, la chirurgie reste une spécialité très très masculine, avec autour des femmes qui servent, entre guillemets, les hommes, et tout ça, tout ça joue forcément et rend le cocktail complètement explosif. On va finir aussi parce que, évidemment, ces témoignages sont lourds, sont frappants, mais il faut finir par une note positive. Quel écho vous avez reçu à votre livre? Je crois savoir, et ça rejoint la première question que je vous ai posée, parce que vous avez gagné véritablement la confiance de ces femmes. Eh bien, il y a eu une forme de prise de conscience. Votre livre a pu libérer certaines choses et accélérer les procédures. Eh ben, alors je sais pas, je pense pas avoir accéléré la procédure, mais en tout cas, j'ai appris très récemment qu'une des victimes qui témoigne dans le livre vient de savoir que son agresseur a été renvoyé au tribunal correctionnel. Donc pour elle, c'est une vraie victoire. Ça fait des années qu'elle se bat et qu'elle lutte sans relâche contre l'hôpital et contre la justice, pour obtenir justice. Et là, enfin, elle vient de recevoir cette lettre. Donc il y aura un procès. Donc je m'en réjouis pour elle. Et c'est aussi un message d'espoir. C'est aussi pour ça que vous avez fait ce livre. Je sais que le destin, la vie de ces femmes, évidemment, vous touche. Bien sûr, oui. Elles m'ont toutes, comme vous disiez, elles m'ont toutes fait confiance. Et leurs histoires sont tellement dures, et elles sont encore tellement fortes et courageuses d'accepter d'en parler, que moi, je pense qu'il faut vraiment rendre honneur à leur courage, et que maintenant, du coup, il faut que l'institution hospitalière leur rende hommage, en fait, leur rende honneur, et prenne conscience et prenne vraiment la mesure du problème et lutte contre ce vrai fléau. Eh bien, c'est ce qu'on va retenir, se battre, parler, continuer à avancer. C'est ce qu'on lit dans ce livre enquête véritablement édifiant, avec des témoignages sincères et authentiques. Merci beaucoup, Cécile Andrzejewski, d'avoir été l'invitée d'Europe 1. Merci à vous. Merci à vous. Merci Sonia.